Donc la thématique suivante, c'est la France peut-elle devenir une blockchain nation? Alors quand ma mère m'a demandé sur quoi on faisait la une de la Tribune cette semaine, j'ai dit on fait la une sur la blockchain. Vous voyez, la chaîne quoi? Évidemment, cette plaisanterie pour dire qu'effectivement le sujet, quand on entend le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, nous dire la France peut devenir une blockchain nation, vous imaginez la réaction de ma mère. Évidemment, ça fait référence, blockchain nation, à cette idée de start-up nation qui a été un des enjeux de la campagne électorale de notre président. Donc là, je dirais, je ne sais pas si on franchit un cran de plus dans l'anglo-saxonisation ou dans le libéralisme, dans une vision en tout cas d'une société très différente, dans une disruption non seulement de l'État, mais je dirais même presque d'un pays. L'expérience que j'en ai dans plusieurs conférences auxquelles j'ai assisté, au forum de Davos, etc., c'est que ce sujet de blockchain nation, c'est pas que la France qui en parle. On en parle dans beaucoup de pays, notamment dans des pays émergents. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Donc tout ça pour dire que la table ronde que nous allons avoir sera peut-être plus large que simplement le sujet de la finance, puisque la blockchain peut avoir des cas d'usage, et on va en parler avec chacune et chacun d'entre vous, peut avoir des cas d'usage qui vont bien au-delà de la monnaie, même si on a vu que la monnaie nous entraînait très loin, à la fois dans l'histoire, la philosophie et l'économie. Alors pour commencer, mais pour rester dans la finance et ensuite pour élargir le sujet, je vais peut-être demander à Arnaud de Bresson, l'inlassable défenseur de la place de Paris, qui revient de New York, de nous dire quelques mots rapides, si vous le voulez bien, sur l'ambition de la place de Paris autour de la blockchain. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'on s'en donne les moyens par rapport à ce qui a déjà, on va y revenir, mais ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire? Merci beaucoup Philippe. Félicitations également à Delphine, personnelle, pour l'organisation de cette manifestation. Nous sommes ravis d'être partenaires de la Tribune en tant que Paris Europlace pour l'organisation de cette journée et de cette semaine blockchain à Paris. Nous avons eu l'occasion de parler du sujet effectivement lundi à New York en présentant un certain nombre de fintech et d'entreprises de croissance, y compris Ledger d'ailleurs qui était avec nous, aux investisseurs américains. Deux, trois petites choses. Premièrement, vous dire que la place de Paris, Paris Europlace, a une stratégie. Une stratégie qui tient en trois chapitres. Un, attractivité, pour poursuivre les réformes et améliorer la compétitivité de la place financière de Paris, dans le contexte évidemment, notamment du Brexit, même si le Brexit, Augustin de Romanet, qui préside Europlace, le rappelle à chaque intervention, n'est pas une bonne nouvelle sur le plan du fond pour l'Europe. En même temps, donne une opportunité à la place de Paris d'accroître ses activités, à condition que nous soyons compétitifs. Et grâce aux réformes mises en place depuis 2 ans par le nouveau gouvernement et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la face des choses a changé pour la place de Paris, qui, en gros, a pris le lead aujourd'hui des annonces de relocalisation potentielle d'activités, et c'est une bonne nouvelle. Le deuxième grand chapitre, priorité stratégique, c'est l'accélération de nos chantiers industriels. Nous avons une douzaine de chantiers industriels en cours, dont 3 dans les 3 nouveaux domaines drivers pour la place de Paris, que sont 1, fintech et innovation financière, et c'est là où on va retrouver le sujet de la blockchain. 2, vous le savez, finance durable et environnementale, qui pour nous est un élément clé pour le développement futur des centres financiers, pour une industrie financière qui retrouve un modèle au service de l'économie réelle, qui pour nous est une grande préoccupation et que nous essayons d'expliquer au plan européen et international. Et enfin, troisièmement, dans le domaine du financement des projets d'infrastructure, sur lequel la place de Paris a également un écosystème de rang mondial. Et enfin, troisièmement, développer le rayonnement et l'influence de la place de Paris au plan international, d'où l'accélération de nos activités internationales. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, blockchain, il me semble que la place de Paris est partie, j'allais dire, pour une fois, disons-le entre nous, à temps. Et c'est une bonne nouvelle. Comme on l'a vu ce matin, comme on l'a dit ce matin, la blockchain, l'intelligence artificielle,
les techniques quantiques sont une révolution pour l'industrie financière, mais plus largement une véritable révolution de modèle. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si, mais la question est de savoir quand et à quel rythme la place de Paris va pouvoir se développer et accélérer dans ce domaine. Donc nous considérons que c'est une priorité forte. Nous nous félicitons du travail qui a été fait par les autorités publiques et par les parlementaires, et notamment par Laure de la Raudière avec la remise de son rapport extrêmement fourni et porteur de propositions sur la partie réglementaire et fiscale et attractivité de la place en matière de blockchain. Je pense que Laure y reviendra. Nous avons beaucoup travaillé en ce qui nous concerne, et je vais terminer là-dessus, au fond sur 2-3 points. Premièrement, les aspects justement réglementaires. Hubert de Vauplane, qui préside notre groupe de travail sur ces sujets de Paris Europlace, va développer l'ensemble des propositions que nous avons faites pour contribuer à nourrir, y compris le projet Pacte, sur les aspects réglementaires. Nous nous félicitons des dispositions qui ont été prises par le projet Pacte, y compris sur la réglementation facilitée des ICO. Le système optionnel français pour les ICO, demande d'agrément, nous paraît être de nature extrêmement favorable. Et je dois dire dans ce domaine que parmi les atouts de la place de Paris perçus aujourd'hui dans la compétition, l'ouverture, j'allais dire nouvelle, des autorités de régulation de la place de Paris à tous ces sujets d'évolution technologique est un élément extrêmement favorable. Les autres atouts, c'est bien sûr la présence de nos talents en matière académique, universitaire, de recherche qui participent à ces projets techniques, ainsi que la volonté politique qui pousse tout cela, y compris les déclarations du président de la République pour développer l'effort financier sur la cybersécurité et l'innovation. Le deuxième sujet sur lequel Paris Europlace s'est concentré, c'est d'essayer de définir les domaines d'innovation prioritaires, de faire le point des définitions. Je vous renvoie notamment à l'excellent livre blanc qui a été publié par le Pôle Finance Innovation, qui est une entité de Paris Europlace, pour proposer un certain nombre de domaines d'innovation prioritaires en matière de blockchain, et notamment l'idée de pousser les initiatives de place, consortium de place. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes lancé un projet de place dans le domaine du traitement post-marché des titres de PME qui s'appelle LiquidShare et qui sera probablement l'une des premières plateformes opérationnelles en matière de blockchain en Europe, puisqu'elle est actuellement en phase de test et qui devrait être opérationnelle avant la fin de l'année. Je pense que Vanessa Grelet en parlera tout à l'heure, puisque nous travaillons sur ce sujet avec Consensus. Et enfin, troisième et dernier domaine, mais pas le moindre, l'international. Nous avons inscrit des coopérations et des échanges sur le sujet des blockchains, de l'intelligence artificielle dans nos MOU de coopération avec l'ensemble des pays. Nous avons une quinzaine de MOU de coopération avec des places financières internationales, y compris en Afrique. Et nous avons lancé l'année dernière la première manifestation en Afrique, à Tunis, et cette année à Casablanca, avec les places africaines et les banques centrales des places africaines pour voir comment la blockchain, notamment, peut être un accélérateur du développement des places financières africaines. Voilà quelques éléments de l'action que nous menons sur ces domaines. Merci beaucoup Arnaud pour ce tableau très complet. Peut-être effectivement, Hubert de Vauplane, vous proposez comme responsable du comité FinTech, peut-être d'abord sur l'aspect finance. Est-ce qu'on s'est donné les moyens, est-ce qu'on a fait dans le cadre réglementaire et fiscal notamment les efforts suffisants? Qu'est-ce qui resterait selon vous à faire qui n'a pas été fait? On élargira la discussion comme on l'avait prévu tout à l'heure sur d'autres aspects plus liés notamment à l'action de l'État. Merci Philippe. On a parlé de confiance tout à l'heure, et la confiance, elle ne se décrète pas, elle se mérite en quelque sorte. Mais le mérite de la confiance peut aussi venir, doit aussi venir en matière d'utilisation de protocoles blockchain par un cadre réglementaire favorable. Je n'évoquerai pas le cadre fiscal, parce que sur ce point, on aura beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, sur le cadre réglementaire.
Donc ce qui est intéressant de constater quand on regarde l'évolution 2016-2019 sur la manière dont les pays ont abordé la blockchain au niveau juridique, c'est justement de faire une différence entre le droit et la réglementation. Il y a une chose qu'il faut vraiment retenir, je pense que la plupart des gens qui ont travaillé sur la question partagent ma conviction, c'est qu'on ne réglemente pas la blockchain, on en réglemente ses usages, ses utilisations. Et donc parler de réglementer la blockchain, ce n'est même pas un oxymore, ça n'a pas de sens, tout simplement. Contradiction dans les termes. C'est une contradiction dans les termes, exactement. Merci Philippe. Donc là-dessus, la France, effectivement, a apporté des éléments intéressants sur comment apporter de la confiance en disant que ce qui transite via la blockchain a une certaine valeur. Car c'est bien de discuter de l'usage de protocoles divers et variés pour transférer, alors comme on est dans le monde de la finance, des actifs, qui ont donc une valeur. Mais si ce que je transfère, qui a une valeur, n'est pas opposable et n'est pas valable, ça ne sert à rien. Donc il est important de donner des effets juridiques, non seulement aux personnes qui recourent à ces technologies, je parle bien des effets juridiques et pas des aspects de réglementation sur un statut qui sont aussi nécessaires, mais des effets juridiques. Et là-dessus, il y a eu des choses sur lesquelles la France a été pionnière, et il faut continuer, c'est de se dire, eh bien, on va adapter notre droit, pas de réglementation, notre droit à cette nouvelle forme de représentation de la propriété qu'est la blockchain. Car il n'y a rien de plus compliqué finalement au niveau juridique que de donner un effet, encore une fois juridique, à la reconnaissance d'un transfert. On voit bien que dans la blockchain, système décentralisé par principe, comment puis-je être propriétaire du bien qui circule dans la blockchain? Le meilleur moyen de savoir si je suis propriétaire d'un bien en droit, c'est de savoir comment ça se passe en cas de défaut de la contrepartie en face, ce qu'on appelle le droit de revendication. Bon. Comment je vais pouvoir appréhender mon bitcoin, mon cryptoactif, la part de mon fonds, la part de l'obligation qui a été blockchainisée, puisque maintenant en Allemagne, on peut faire circuler des émissions obligataires via la blockchain. Comment je vais pouvoir dire c'est bien moi le propriétaire? Eh bien, la technologie ne peut rien là-dessus. Par contre, l'État, c'est ça qui est intéressant, peut, en disant je donne effet à ce qui est enregistré dans la blockchain et ce qui circule dans la blockchain. Ça a été fait sur les mini-bons et ça a été fait sur les instruments financiers non cotés. Donc la France là-dessus a une avancée réelle, juridique et pas uniquement réglementaire, parce que la loi Pacte, elle traite plus d'aspects réglementaires, donner des statuts, des licences, ce qui est très bien, mais je constate qu'à l'étranger, on n'a pas eu besoin de statuts et de licences pour que des intervenants se développent sur ces marchés. Donc c'est bien de le faire, mais ce qui est encore mieux, ce qu'on a fait, c'est de donner un cadre légal au transfert et à l'enregistrement dans la blockchain. Donc ça, c'est le point important. Et ce qu'il faudrait continuer à faire, alors c'est l'expérimentation, on a dit les mini-bons, on va commencer par ça, alors il ne s'est pas passé grand-chose. Sur les titres non cotés, on voit des projets arriver, mais bien évidemment, le recours à un actif digital permet de titriser, pour prendre un mot plus connu, un certain nombre d'autres actifs. Bon, quand on parle de tokenisation, qui est un mot nouveau, c'est les vieilles outres, finalement, mais pour faire des choses absolument courantes, la tokenisation, ce n'est pas autre que de la titrisation digitalisée via la blockchain. Simplement, il faut donner effet juridique, là encore une fois, à ce token pour dire que les flux qui sont appréhendés via ce token ont bien un effet juridique vis-à-vis des parties cédants, cessionnaires, etc., etc. Donc ça, c'est encore un travail à faire sur lequel on pourrait, avec l'OR, avec les pouvoirs publics, au sein d'Europlace, faire des propositions pour donner encore plus de contenu, pour que derrière le monde de la finance, effectivement, l'étape suivante, derrière les ICO, derrière les STO, c'est la tokenisation des actifs. Mais pour ça, il va falloir modifier non pas notre réglementation, mais notre droit fondamental. Je vous fais juste une remarque en vous écoutant. Et si on avait tokenisé les subprimes, est-ce qu'on aurait pu éviter la crise? Alors, je vais prendre une expérience quand j'ai travaillé dans la banque. Alors, je ne nommerai pas les banques dans lesquelles j'étais, mais enfin, tout le monde le sait. Quand on s'est retrouvé face à des CDO Square ou autres dans lesquels on nous disait, les gars, vous êtes sûrs, vous inquiétez pas, vous êtes vraiment propriétaire des créances là à Détroit. Mais où? Ah, mais c'est ce quartier à Détroit. Mais de quelle maison est ton propriétaire? Ah, ça, on ne peut pas vous le dire, mais on vous assure que vous êtes bien propriétaire de votre créance.
la blockchain permettrait effectivement d'avoir une traçabilité totale là-dessus, de savoir qui est bien le titulaire du droit. Désolé pour la provocation. Une autre provocation sur le cas, donc on est meilleur 10 ans réglementaire. Est-ce que sur pas le uniquement plan réglementaire, juridique. Hein. Enfin, juridique, on est meilleur 10 ans, donc c'est bien pour la blockchain nation. Sur le plan fiscal, on a essentiellement appliqué la flat tax, mais il y a un certain nombre de débats qui demeurent. Le report des plus-values, par exemple, dans le temps, comme c'est le cas pour toute autre valeur mobilière. Donc, qu'est-ce qui manque? Là, je viens d'en citer un cas, mais qu'est-ce qui manque selon vous? Qu'est-ce que on va pouvoir poser comme question à Laure de la Raudière pour améliorer le cadre fiscal? Ce n'est pas lié au cas de la blockchain ou d'intelligence artificielle, c'est plus globalement comment on favorise l'investissement et le traitement fiscal dans l'investissement dans nos sociétés non cotées. Alors, vous savez, si je prends l'exemple des réductions d'impôts sur les sociétés non cotées, il y a une exclusion du secteur financier. Pourquoi? Parce que c'est pas bien d'investir dans le secteur financier. Bon, on peut se demander si c'est une bonne chose. Sinon, si on veut développer un certain nombre de nos startups ou autres, pourquoi les business angels ou autres qui voudraient investir sur société, quand c'est le secteur financier, ça marche pas. Jeune entreprise innovante, c'est un super cadre qui permettrait aussi de développer toutes ces startups et autres qui veulent faire de la recherche et du développement lié à la blockchain. Simplement, justement, jeune entreprise innovante, c'est un label, un statut fiscal qui est assez compliqué, de plus en plus compliqué à obtenir, et pour lequel je ne suis pas sûr que la partie blockchain était bien intégrée au niveau des administrations fiscales pour en retenir le caractère éligible en quelque sorte. Donc on a des choses qui existent. On en avait exclu la finance à dessein au départ. Oui, c'est toujours pour la même idée, c'est-à-dire que faire des réductions, donner des avantages fiscaux au monde de la finance, quelque part, c'est mal vu. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'il faut revenir. C'est ça, donc l'ennemi n'est pas la finance. En tout cas pour la tribune. Laure de la Raudière, donc je pense, c'est de ne pas faire injure à vos collègues députés de dire que, d'ailleurs, on publie une galaxie blockchain dans la tribune cette semaine, donc vous êtes une crypto-députée, vous êtes une des rares qui connaissent un peu de quoi on parle quand on parle de blockchain et de numérique. Vous êtes pas si nombreux. De temps en temps, j'aimerais bien avoir un clone. Donc on est content, pour d'autres problèmes. On est content pour cette raison de vous entendre. Vous pourriez quand même faire une petite galaxie des crypto-députés parce que nous, à l'occasion en fait des débats de la loi Pacte, nous avons été 5 ou 6 à nous investir pleinement sur les sujets de la régulation qui est mise en place dans la loi Pacte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une obligation légale de mettre ce qu'on a mis dans la loi Pacte pour le faire. Mais en revanche, ça donne un cadre sûr aux investisseurs et aux acteurs. Ce que je voulais dire, madame, c'est que je ne suis pas sûr que quand vous avez présenté ce dont vous avez parlé dans la loi Pacte sur la blockchain, tous les députés qui l'ont voté de la majorité y comprenaient grand-chose. C'est sûr, mais quand même, grave, le Bitcoin a fait partie de la... On est là pour faire de la pédagogie. Le Bitcoin a fait partie de l'actualité de Noël 2017 et début janvier 2018. Donc, il y avait quand même une partie d'information maîtrisée, même si elle était peut-être négative, de la part de certains collègues. Donc, moi la technologie blockchain, en fait, j'ai découvert à peu près au moment de votre une à la tribune. Et avec aussi les discussions que j'ai pu avoir avec Hubert de Vauplane sur le fait d'asseoir juridiquement la cession des titres de sociétés non cotées via la technologie blockchain. Et quand je m'y suis intéressée, je me dis mais c'est très politique comme sujet, c'est puissamment révolutionnaire puisque c'est une nouvelle façon, et ça a été dit, d'établir la confiance. Et il ne peut y avoir de relations économiques sans confiance, il ne peut pas y avoir non plus de politique sans confiance, enfin, c'est éminemment politique. Et je me suis dit, on ne peut pas, avec une technologie pareille, ne pas essayer en France et en Europe de prendre le leadership sur cette technologie. Alors je parle de techno, je parle de protocole aussi, parce que, in fine, c'est vrai que ce qu'on va réguler, ça va être plutôt les usages. Et aujourd'hui, on est au tout début des usages de la blockchain. En revanche, ceux qui maîtrisent le protocole et qui maîtrisent la gouvernance du protocole développeront plus facilement des modèles économiques autour de ce protocole que les autres pays.
Enfin, on l'a vu dans le cas d'Internet, où je me souviens qu'en France, on avait un doute sur Internet. On était très content d'avoir X25, un protocole sûr, où quand il y a un paquet qui partait d'un point A et qui arrivait à un point B, on était sûr qu'il arrivait entier, ce qui n'est pas le cas du protocole Internet. Et on n'a pas cru, en fait, que ça pouvait avoir un développement économique. Parce que le protocole, il n'était pas très mûr à l'époque. C'est un peu la même chose avec le blockchain. On ne sait pas si ça va être Bitcoin, Ethereum ou un autre protocole, parce que les protocoles aujourd'hui ne sont pas très mûrs. Donc moi, je me suis intéressée à ça et c'est vrai que j'ai milité pour que l'Assemblée nationale s'empare de ces sujets-là, qu'on regarde à quoi ça pouvait servir et comment on pouvait développer un écosystème en France favorable à l'adoption de ces technologies. Il y a eu 2 missions d'information à l'Assemblée nationale, une sur les usages de la blockchain que j'ai co-rapportée avec Jean-Michel Miss, député de la Loire, et puis une autre sur les crypto-monnaies, plus spécifiquement, et les ICO, qui a été rapportée par Pierre Persson, député de Paris. Alors, quels sont nos atouts en France? Ça a été très bien dit. On a un niveau de recherche scientifique de très bonne qualité en France, avec beaucoup de publications scientifiques sur les différentes technologies, avec leurs avantages et inconvénients qui peuvent exister et l'évolution en fait de ces technos. Donc ça, c'est extrêmement important. On a un écosystème et des acteurs bien présents sur la place, donc un certain attrait. Et puis, on a mis dans la loi Pacte un cadre de régulation, dans la loi Sapin 2 un cadre juridique sur le transfert de sociétés de nos côtés. Donc on n'est pas en retard. Et puis il y a eu ces rapports d'information et ces missions d'information à l'Assemblée nationale. Il y a le travail qui est fait aussi par la Caisse des dépôts et consignations, l'autorité des marchés financiers. Ce sont des institutions en fait qui sont emparées de ces sujets-là. Il y a Bercy qui est moteur aussi. Donc on a quand même des atouts pour développer en fait des modèles économiques autour de la blockchain. Alors, en revanche, il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup à faire. Alors, il y a des enjeux fiscaux, oui, parce qu'il y a des pays européens, et je ne regarde qu'au niveau de l'Europe, qui sont beaucoup plus attrayants fiscalement que nous sur les crypto-monnaies et sur les crypto-actifs. Pas que sur ce sujet d'ailleurs. Non, pas que sur ce sujet, mais je pense que la situation actuelle fiscale en matière d'investissement s'est considérablement améliorée depuis 2007. Et donc, on voit une certaine part d'attractivité et d'investissement en France à nouveau. Et on ne sera jamais le mieux-disant fiscal de l'Europe. Je crois que ça, on peut se le dire entre nous. Hein. Ce n'est pas dans l'ambition politique, ni de la droite, ni de la gauche. Enfin, il n'y a pas un parti politique qui défend le fait qu'il faut avoir le taux d'IS de l'Irlande, enfin bon, ou la fiscalité de la Suisse en matière de revenus du patrimoine. Mais on a amélioré en fait l'accompagnement fiscal des entreprises qui développent des actifs autour de la blockchain. Et par exemple, c'est impossible aujourd'hui d'avoir le statut de GE de jeune entreprise innovante quand vous êtes sur une techno-blockchain, que ça soit financière ou autre. Parce que c'est mal coordonné. Ça n'a pas été bâti pour ça et donc il faut qu'on fasse évoluer ce point-là. Le deuxième sujet aussi, c'est que comme la technologie blockchain... Quand vous dites on va le faire évoluer, c'est que c'est quelque chose... Non, il faut qu'on le fasse évoluer. Moi, je suis députée. Il faut la majorité dans l'hémicycle pour faire passer des dispositions comme ça. Donc, il faut. Et je suis commission affaires économiques. Donc, une nuit où il n'y a pas grand monde, ça doit pouvoir se faire. On travaille avec Pierre Perceau. On a un petit pouvoir de lobby quand même. Je peux vous dire qu'on a vraiment bien travaillé avec le gouvernement pour faire bouger les lignes initiales de ce qui était prévu dans la loi Pacte. Donc, le fait que la blockchain, le protocole blockchain permet d'établir une nouvelle façon d'établir la confiance en tiers de confiance, ça questionne directement le rôle de l'État, régulateur, tiers de confiance. Et moi, je pense que pour gagner en matière de développement économique sur la blockchain, il faut que l'État soit moteur en fait pour ses besoins propres. Il y a beaucoup de domaines où la blockchain peut
changer l'organisation des procédures administratives, faire gagner du temps, économiser en lourdeur administrative. Alors je pense par exemple à tout ce qui concerne la logistique et la douane, peut insuffler des projets blockchain. Je pense à tout ce qui est sécurité alimentaire, où là la DGCCRF ou les organismes, ou l'ANSES peut insuffler des projets blockchain. Mais je pense aussi qu'on doit avoir l'ambition en fait d'imaginer l'ensemble des projets où l'État peut insuffler des projets sur la blockchain en se disant finalement mettons fin à entre guillemets la copie certifiée conforme. La copie certifiée conforme, c'est quelque chose qui est aujourd'hui anachronique. On pourrait s'en passer et ça fluidifierait les échanges, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Et voilà. Et donc je trouve que là-dessus, il y a une parole politique forte. Il y a encore peu de projets concrets qui s'inscrivent pour expliquer à votre maire, Monsieur Mabille, les usages de la blockchain, parce qu'il ne faut pas lui expliquer le protocole. Personne ne sait aujourd'hui, ou peu de personnes savent comment fonctionne Internet. En revanche, tout le monde l'utilise. Joël Toledano, donc tout le monde a lu votre rapport de France Stratégie qui disait tout, déjà. Et donc, je vous demanderais plutôt de réagir sur deux choses. D'abord, pour rester sérieux, voilà, est-ce que vous pensez, est-ce que vous confirmez que oui, la France a des atouts et avec la loi Pacte, avec le cadre fiscal, avec la mobilisation des acteurs publics, avec le discours, au-delà du discours, quelques actes qui commencent à venir des pouvoirs publics dans la blockchain, est-ce qu'on crée les conditions d'être une blockchain nation? Mais j'avais presque envie de vous dire d'abord, c'est quoi une blockchain nation pour vous? Ça marche pas, je vous donne mon micro. Je crois que c'est exactement l'analogie. Alors vous aviez, honnêtement, le nom de Startup Nation, pour moi, c'est celui qui est dans l'imaginaire, peut-être pas collectif, mais c'est plutôt Israël. Donc c'est cette idée que ce soit bon, quelque chose qu'on porte fondamentalement. Moi, je dois dire que je suis extraordinairement satisfaite de ce qui s'est passé lundi matin. Je trouve que vous avez fait un boulot formidable. Franchement, on a eu tout à l'heure, alors je vais un peu plaisanter, mais on a eu tout à l'heure un succédané de ce qu'était la guerre dans laquelle on était plongé il y a un an. C'était Remain and Live. Vous aviez en France, mais pas seulement en France, deux mondes. L'un qui était un monde où tout devait être possible avec une fiscalité à zéro et où on allait construire un monde où le virtuel et le réel se mélangeaient allègrement, etc., etc. Et puis les autres, c'était dehors, c'est pas possible, il n'est pas question d'en parler, c'est dangereux, et d'ailleurs, on a 4 prix Nobel qui le disent, etc., etc. C'était quand même, évidemment, larvé, mais vraiment, je trouve que ce qui est formidable dans ce qui a été fait, franchement, c'est d'avoir trouvé un chemin pour qu'effectivement, on puisse maintenant planter. Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, à peu de choses près, comme on disait beaucoup dans le groupe de travail, on est dans le bac à sable. D'accord ? Donc le sujet, c'est comment on sort du bac à sable. Et comment on sort pas trop tard, parce que moi, franchement, une monnaie Facebook, j'ai pas envie que ça se généralise. C'est idiot, mais les monnaies privées, c'est un peu comme les monopoles privés. Je préfère les monopoles publics à choisir. Donc, voilà. En résumé, c'est formidable et il y a encore plein de choses à faire. Je suis un peu moins d'accord avec Laure sur le côté recherche. Je pense qu'on a des chercheurs, mais que pour l'instant, dommage peut-être que ça passe pas par le ministère de l'économie, mais en tout cas, les grands projets compétences, parce qu'il ne faut pas que des ingénieurs, j'en parlerai tout à l'heure, il ne faut pas que des scientifiques, des informaticiens, des algorithmiciens, des économistes, des ceci et cela. Il faut vraiment des équipes multidisciplinaires, d'un système scientifique qui ne sait pas bien faire, donc on a plein de bonnes individualités, mais il nous faut
des programmes. Ça, c'est... Et pour ça, il faut des sous. Pas forcément, pas forcément. Franchement, je ne crois pas qu'en matière de blockchain, le premier sujet, c'est un problème de sous. S'il y avait 500 millions du fonds d'innovation de M. Le Maire sur les 10 milliards qu'allait à la blockchain, ça serait pas, vous diriez pas non. Écoutez, moi, à peu de choses près de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à il y a à peu près un an, maintenant les choses ont peut-être un peu évolué, sauf pour les projets d'infrastructure, et là on retombe sur ce que Nadia évoquait tout à l'heure, sauf pour les projets d'infrastructure, il y a peu de projets qui ne sont pas développés par manque de sous. Je pense que là où je crois que vraiment la loi Pacte et tout ce qui s'est passé autour, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est la comptabilité, c'est effectivement l'avancée que vous avez fait pour essayer de mettre sur la table le sujet du droit au compte. C'est des propositions qu'on avait faites initialement. On était entre deux types de propositions, des propositions type les pieds dans la glaise, comment on fait pour qu'il y ait des boîtes qui marchent, et d'un autre côté, effectivement, un certain nombre de points de vue prospectifs. Donc je pense que les pieds dans la glaise, ça c'est plutôt bien. Maintenant, il faut apprendre à marcher, quoi, sortir du bac à sable. Et donc là-dessus, moi, il y a un truc qui vraiment choque. Alors, je suis prof d'économie, mais j'ai été un certain nombre d'années prof dans une école d'ingénieurs, dans une grande école d'ingénieurs, prof d'économie. Je veux dire, vous regardez ce qui se passe depuis plusieurs années aux États-Unis, à Princeton, au MIT, enfin, dans toutes les grandes universités, les autres aussi, bien sûr, mais les grandes, vous avez des programmes blockchain. France, avant-hier, parce que je savais qu'on allait en parler, je suis allé regarder. À Polytechnique, ils ont un programme pour les exécutifs. Ça, c'est pour banquer pour 3 jours, c'est bien. Mais non, c'est... On l'a dit depuis tout à l'heure, le sujet de la blockchain, c'est une nouvelle façon de penser. Ça ne s'applique pas à tout. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a réponse à tout. C'est pour ça qu'il y a tellement de POC qui n'ont jamais débouché sur autre chose et qui déboucheront jamais. C'est parce qu'il faut effectivement à la fois comprendre des technos complexes, d'une part, et puis d'autre part, se mettre dans les process pour comprendre là où cette techno, elle apporte mieux qu'un système de base de données un peu verrouillé, quoi. Donc là, je trouve un peu dommage que dans nos grandes écoles, là où se forme théoriquement l'élite de la nation, il n'y a pas grand-chose. On va supprimer l'ENA, remarquez. Donc. Hier, j'ai entendu une plaisanterie là-dessus, je ne vous la rapporterai pas. Pourquoi? C'est dommage. Vous en dites trop ou pas assez, Joël? Pas du tout. Bah, vous savez pourquoi comment on va remplacer l'ENA? Non, vous allez nous le dire. Par l'ENB. D'accord, pas mal. Bien joué. Voilà. Ça n'avait rien à voir. Quand on sera à l'ENZ, je pense qu'on aura résolu le problème. Donc c'est formidable ce qui s'est passé. Maintenant, il faut continuer. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut vraiment y aller. Voilà. On va vous redonner la parole. Une petite remarque juste avec Hubert de Vauplade, parce qu'on est là pour mettre un peu le bazar. Alors, c'est quand même un sujet essentiel, ce sujet de souveraineté, pour, je pense notamment au monde universitaire. Alors, il y a un observatoire de la blockchain, me disait Hubert, à Bruxelles. On va en parler avec vous. Mais apparemment, la France n'y est pas très ou suffisamment présente, me disiez-vous, notamment au niveau des grandes universités, des grands acteurs qui définissent finalement les normes du futur. Et est-ce qu'on n'a pas un risque de nouvelle colonisation, si je puis dire, ou en tout cas un sujet d'influence? On parle de lobby souvent, mais enfin le sujet de l'influence, c'est ce qui parfois détermine aussi la capacité à défendre ses intérêts. Est-ce que là aussi on se donne tous les moyens, ou apparemment vous aviez l'air de dire on ne s'en donne pas suffisamment les moyens? Alors, c'est toujours un peu compliqué et c'est pas noir et blanc, et je suis d'autant forcément mal mieux placé travaillant dans un cabinet d'avocats américain. Mais, je sais aussi m'auto-flageller de temps en temps. Donc, quand on regarde sur le site de la Commission européenne, les initiatives de la Commission européenne, il y en a un certain nombre en matière de blockchain. Et vous regardez finalement quels sont les partenaires de la Commission européenne
sur ces travaux. Vous avez une université anglaise, Brexit, une université suisse et un cabinet américain de consultants, Consensus. Et puis, on cherche désespérément, j'allais dire, un partenariat avec des entités européennes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Européens dans ces groupes. Je dis qu'il n'y a pas de partenariat établi de manière aussi dure avec ces entités non européennes. Alors, encore une fois, je suis mal placé, je travaille dans un cabinet américain, et la réponse de la Commission, parfaitement exacte, c'est de dire, de toute façon, ce sont les meilleurs, et on travaille qu'avec les meilleurs. Bien évidemment, mais si on ne donne pas ces chances aux autres, ils n'arriveront jamais aussi. Donc, on entend tout le temps dire la blockchain c'est une question de souveraineté, les mineurs ils sont en Chine, il faut faire attention. Bon, c'est pas, mais les nœuds ils sont pas en Chine d'ailleurs, soit dit en passant, ils sont plutôt moins en Asie qu'en Europe, aux États-Unis. C'est important de savoir quelle stratégie on va avoir d'ailleurs, parce que c'est une guerre de protocole. Il faut juste appeler un chat un chat. C'est une guerre de protocole. Quel protocole va être utilisé, va faire la norme, c'est pas le SECAM, si vous voulez. Hein, c'est pas le SECAM. Quelle est la norme européenne aujourd'hui en matière de protocole? Je cherche, je trouve pas. Merci. Alors, au passage. Au passage, je voulais dire quand même qu'il y a des travaux en France sur des protocoles français avec des chercheurs de très grand niveau et qui n'ont pas forcément une consommation énergétique comme Bitcoin ou qui ont aussi assurent la sécurité peut-être de façon encore plus fiable que Ethereum, donc essayent de résoudre la quadrature du cercle. Et la deuxième chose, c'est que je crois que la Commission européenne a mis en place un groupe de travail avec des Européens en partenariat entre des institutions publiques et des institutions privées, qui s'appelle l'INA-TBA, chargée de faire de la normalisation, et que dans le conseil d'administration, il y a la Caisse des dépôts et consignations, Nadia Filali, et elle a, je ne sais pas si c'est public, Nadia. Maintenant, ça l'est. Elle a le poste de trésorière. Donc, mais je vais dire, heureusement que nos institutions comme l'ANMF et la Caisse des dépôts et consignations ont pris leur leadership en dehors de toute volonté gouvernementale à l'époque, simplement s'intéressant à ces sujets, en allant à l'Europe, parce que c'est vrai que sinon on n'aurait peut-être pas été présent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sujet-là est bien compris dans la blockchain, oui, par le politique et peut-être beaucoup plus que dans d'autres sujets technologiques et d'autres domaines. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez compter sur les parlements, les crypto-députés pour reprendre ces enjeux qui sont des enjeux de souveraineté, de maîtriser le protocole et la gouvernance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien, alors, en attendant d'entendre, parce qu'on est un peu en retard, Vanessa Grelet, j'aimerais quand même répondre à ce Ludovic Courselas, oui, tout à fait. On a bien préparé le terrain pour votre intervention. Exactement. Et pour être tout à fait honnête, je suis ravi de pouvoir être ici pour répondre aux grandes questions qui se posent sur qu'est-ce que fait la Commission européenne, qu'est-ce que fait l'Europe aujourd'hui et quelles sont les relations avec les différentes universités et les questions protocolaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour de ces différentes questions. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il y a des fantasmes est assez simple, c'est parce qu'il y a une volonté politique de faire de l'Europe et de faire de la France des acteurs majeurs de l'écosystème blockchain. Et la raison derrière ça, elle est très simple et elle est très pragmatique. Aujourd'hui, il y a des enjeux économiques qui sont majeurs autour de cette technologie. Je pense que j'apprends rien à personne ici dans cette salle. Vous êtes tous conscients qu'il y a des projets qui sont en train d'être mis en place en Europe et en dehors de l'Europe, qu'il y a des efforts de la part d'États outre-Atlantique, mais aussi en Asie, qui sont là pour construire le futur de ces technologies et le futur de ces cas d'usage. Et donc du coup, je pense vraiment que aujourd'hui, même si je comprends tout à fait cette volonté d'avoir la souveraineté comme étant un élément important et un élément central, je pense quand même qu'il faut qu'aujourd'hui, on se recentre sur les cas d'usage. Les cas d'usage et les implémentations qui ont lieu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je ne crois absolument pas en l'idée de souveraineté de protocole. Et la raison pour laquelle je ne crois pas en cette idée de souveraineté de protocole, c'est qu'aujourd'hui, on pense en souveraineté d'un point de vue des logiciels, comme on y pensait il y a 20 ans.
Et la raison pour cela, c'est qu'il y a 20 ans, on avait des sociétés qui développaient du logiciel propriétaire et qui le monétisaient. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. On est sur de l'open source. Et donc aujourd'hui, on a des entreprises comme Alibaba qui publient des centaines de brevets chaque année autour de la technologie blockchain. Oui, ce sont des acteurs qui prennent de l'avance sur ces sujets-là, mais ce sont des acteurs qui sont peut-être pas exactement en phase avec notre temps aujourd'hui et avec le temps de l'open source. Donc, je pense que c'est le premier point. Et donc, pour répondre à cette question de souveraineté, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les développeurs et quels sont les entrepreneurs qui, demain, construiront les outils et les solutions qui seront ensuite vendus partout dans le monde. Et pas les protocoles qui sont principalement utilisés. Parce que ces protocoles, par nature, ils appartiennent à tout le monde. Ils sont développés par des équipes qui sont extrêmement décentralisées et dans de nombreux pays. Et aujourd'hui, on a des gens qui travaillent sur le protocole Ethereum et qui sont en France. On a des gros pôles d'expertise en Allemagne qui travaillent également sur ce protocole, au même titre qu'aux États-Unis, au même titre qu'on a des ingénieurs extrêmement brillants en Afrique qui travaillent sur ces protocoles. Donc je pense qu'il faut sortir un petit peu de ce fantasme de souveraineté au niveau de protocole et plus se focaliser sur les cas d'usage. Au niveau des projets qui sont développés en Europe, on a parlé plutôt de LiquidShare, qui est un excellent exemple de projet qui aujourd'hui vise à changer la façon dont on échange de la valeur pour des sociétés. Et cette technologie qui est en train d'être développée, elle est développée sur le protocole Ethereum. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est développée aujourd'hui par des ingénieurs qui sont en France, par une équipe qui est en France, menée par une start-up qui est française et poussée par des banques qui sont françaises et européennes. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce qui se passe dans l'écosystème blockchain. On a des protocoles, oui, qui appartiennent et qui sont poussés par des entreprises, qui sont poussés par des acteurs et qui sont poussés par une communauté, mais on a des projets concrets qui sont également là. Second exemple, Congo, consortium qui vise à changer la façon dont le trade finance, le commerce international sur les commodités et qui est poussé aujourd'hui par une quinzaine d'acteurs, principalement des banques au niveau européen. Encore une fois, oui, on utilise un protocole qui est spécifique, d'accord, très bien, mais c'est un protocole qui est développé encore une fois par des équipes en Europe, principalement au UK, également en Suisse, également en France. Donc voilà, donc ce sont des exemples de projets qui demain seront pris en exemple et qui dès aujourd'hui sont pris en exemple comme des porte-étendards du savoir-faire français et de la maîtrise française et qui pourtant reposent sur des protocoles qui sont bien plus ouverts. Alors, on va terminer sur la Blockchain Nation avec un petit tour de table juste entre vous. On avait le débat hier, on s'est parlé avec Joël Toledano et je me suis bien amusé de l'entendre dire, en fait, il ne faut pas appliquer la blockchain à des trucs qui marchent déjà, mais il faut l'appliquer à des trucs qui nouveaux, mais qu'on ne sait pas, en fait. C'est ça le problème. Donc j'avais cette expression, il faut que Sans Fleur s'épanouisse, mais en fait, on ne sait pas, c'est assez inconfortable, parce qu'on aura envie de dire, allez, Bercy, tu blockchainises le fisc, le cadastre, le domaine, tu vas faire des économies, des milliers d'emplois à la clé. Dans les banques, on voit bien, hein, enfin, on ne va pas se le cacher, c'est pour ça que vous me disiez, les banques, elles y vont, mais en fait, elles n'y vont pas, parce qu'elles ont peur. Mais comment est-ce qu'on peut justement résoudre cette contradiction, ne pas le faire sur des choses qui marchent déjà, au risque de remplacer les gens par une technologie, et comment faire que cette technologie apporte quelque chose de bien, de nouveau, mais on ne sait pas quoi. Pardon, je ne veux pas polémiquer, je veux juste signaler que c'est formidable que ce soit de l'open source, mais que Microsoft a quand même trouvé 7 milliards pour acheter une boîte open source. Donc, ça se discute un peu. Enfin, les choses ne sont pas aussi caricatureuses. 7 milliards. Mais bon, maintenant je réponds. L'open source a de la valeur et l'open source peut être valorisé. C'est pas parce qu'il y a des entreprises qui achètent. C'est bien ce qu'on dit tous. C'est bien ce qu'on dit tous. Bon, pardon. Non, vous avez raison. Ludovic, on va vous redonner le micro. Mais il faut que j'arrête, on me dit. Oh là là, bon Joël. En 2 minutes, Joël est l'heure de la redire pour conclure cette table ronde sur ce débat. Voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau? J'ai adoré ce que nous a dit Thierry Bedoin tout à l'heure. Il nous a expliqué comment on pouvait obtenir des résultats, comment on y allait progressivement.
ils ont une blockchain, elle a 7 nœuds. Donc on n'est pas dans le B2C. Voilà. Donc d'un autre côté, Laure l'a dit tout à l'heure, c'est une techno qui s'améliore, qui n'est pas mûre. La mettre au milieu de choses qui marchent bien pour faire des gains de productivité hypothétiques me paraît plus dangereux que de... Ça a été dit ce matin par le collègue de Laure. Moi, sur l'aspect vote, RIC, etc., mettre ça entre les mains des collectivités, je trouve ça formidable. Vous pensez que la blockchain pour le RIC pourrait rassurer Éric Drouet, c'est ça? Donc... Ça, je ne sais pas, il faut lui demander, mais en même temps, on pourrait tester partiellement l'identité numérique, on pourrait avancer, mais le cadastre, à ma connaissance, ça marche à peu près. C'est peut-être pas la peine d'aller s'attaquer au cadastre quand on est dans des pays uniquement pour supprimer des emplois. Voilà. Non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. C'est le sujet de certains fonctionnaires. Attendez, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance, dans l'administration française, il n'y a pas de compétences pour effectivement faire des choses. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des trucs où l'expertise arrive, où on sait prendre un sujet, découvrir où ça apporte des choses et où on a intérêt à mettre une base de données SQL, etc. Donc il faut expérimenter. Pas expérimenter, mais faire des choses qui ont une capacité à être autonomes et qui ne se pluguent pas immédiatement sur toute une série d'autres systèmes d'information. Allez, le mot de la fin à notre crypto-député et on cède la parole à Delphine. Moi, je pense, alors je rejoins ce que dit Joël, mais je vais vous donner un exemple. Il y a eu une crise d'un lait avec Lactalis en décembre de l'année dernière. On a mis 2 mois à pouvoir rappeler les lots contaminés. 2 mois d'angoisse des mères de famille, 2 mois de débat de savoir qui était responsable, 2 mois de crise politique parce qu'il fallait que chacun intervienne dans les médias. Et il y a un chercheur, un thésard qui est en contracif, qui a travaillé sur ce cas d'usage-là pour la blockchain et qui imagine en fait qu'on aurait pu raccourcir les délais à 15 jours si la chaîne alimentaire avait été blockchainisée. Et c'est évident que dans ce cas-là, il ne faut pas faire, entre guillemets, les cas d'usage qu'on voit, ça, c'est blockchain qui sont for good, des en fait, DLT chez Casino, chez Carrefour. On peut en faire quelque chose. C'est très bien. Mais c'est propriétaire sur un distributeur et il faut une blockchain ouverte. Et la façon de créer une blockchain ouverte pour la traçabilité de la chaîne alimentaire, c'est forcément à l'État de le mettre en place. Vous voyez, on répond à à une problématique politique, une attente des Français en matière de traçabilité alimentaire, un besoin en matière de sécurité alimentaire d'aller déterminer beaucoup plus rapidement quels sont les lots incriminés et de savoir où ils se trouvent, dans quel magasin et tout. Voilà, ça c'est un cas d'usage où on ne sait pas faire aujourd'hui correctement. On peut utiliser la blockchain, on le fait de façon ouverte. Ça fait un cas d'usage grandeur nature pour l'État. Et puis vous en avez plein, dans plein de filières en fait, où l'État a un morceau de régulation qui prend du temps et qui n'est pas parfait. Il faut regarder si la blockchain ne peut pas faciliter exactement un petit peu comme dans le cas d'usage logistique en fait sur trading financier aussi, commerce international. Je pense que dans la logistique, tous ceux qui travaillent avec la douane aujourd'hui savent combien c'est compliqué, combien c'est lent, combien on échange les données régulièrement les mêmes. Il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup, Laure de la redire. Merci à tous. Je ne vais pas dévoiler le secret de fabrication, mais ces sujets, notamment de cas d'usage, on en reparlera sans doute au 2e Blockchain Summit.